Alors, les questions que j'ai envie de vous poser, premier point, facteur 4, division par 4, sachant que nous sommes quand même les bons élèves de l'Europe avec la Suède sur les émissions de CO2 par habitant par unité de PIB, n'est-ce pas trop sévère, est-ce raisonnable? Est-ce que ça n'a pas nuit à notre compétitivité? Et puis ensuite, de ces scénarios, toute économie d'énergie ou substitution massive d'une électricité décarbonée, qui sont peut-être un peu caricaturaux, mais enfin, de quel côté votre réflexion vous pousse? C'est que les solutions nationales ne font pas sens. Les solutions nationales ne font pas sens. Je vais prendre deux exemples qui paraissent intéressants. Je vois la situation de l'Allemagne, qui décide de ne plus faire nucléaire. Sympathique. Ils font du charbon, encore plus de CO2. Mais s'il y a un accident dans n'importe quelle centrale française, c'est exactement comme si cette centrale était installée au cœur de l'Allemagne. Nous avons un ensemble de pays qui ont pris l'option du tout nucléaire, d'autres qui ont pris une option du pas du tout nucléaire, et d'autres qui ont pris une option dite sur une activité dont je ne vais pas méconnaître le caractère dangereux. Je vais revenir dans une seconde. Je partage l'analyse de Gérard Mestralet quand il dit l'Europe est en train de partir vers une politique complètement désordonnée. Et c'est un comble que ce soit ceux-là même qui n'ont pas signé des accords de Kyoto, qui aujourd'hui soient les bons élèves de la classe mondiale, alors que nous avons des situations improbables. On nous a poussé à faire des centrales au gaz. Donc quand même aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont en Europe pas utilisées. Et on a une capacité formidable à augmenter nos puissances moyennes. Mais qu'est-ce qui se passe sur un pic? Un pic, ces constats sont des constats qui sont des constats justes. Je vais dire, ma conviction, c'est que c'est dans la mixité des solutions qu'on trouvera quelque chose. Être tout pour ou tout contre, ça n'a sur le fond aucun sens. Je renvoie un livre qui est formidable, qui vient de sortir, c'est Bernard Eisenberg, qui était conseiller tout jeune, qui était conseiller à la fois de Georges Pompidou, à la fois quand il était Premier ministre de la République. Il faut lire ce livre. Parce qu'il y a une cinquantaine de pages, ou une soixantaine de pages, où il montre comment la France renverse la situation par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Angleterre, et comment alors qu'en termes de niveau de vie pour nos concitoyens, on était derrière, on passe devant. Et comment la France se met à caracoler en quelques années. C'est intéressant, ça peut donner une petite idée pour le futur. Et il parle d'énergie, bien sûr. Donc, je crois qu'il y a une solution qui s'impose, qui est l'absence de religion absolue. Voilà. Ça s'appelle la tolérance. Ne pas rejeter par principe. Moi, je regarde avec stupeur des gens qui parlent savamment de choses qu'en réalité ils ne connaissent pas. Ce que nous avions au CGI et ce que Louis Gallo a gardé, c'était justement cette pétition de principe. Nous ne savons pas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avions recruté les meilleurs collaborateurs possibles, ce qui est inouï dans l'État, en recrutant des gens avec un chasseur de tête et un comité de nomination, et sans se préoccuper de leur couleur politique. Leur compétence était le point clé. En termes de souveraineté nationale, il faut à un moment donné savoir combien on peut produire. On va parler tout simple, le kilowattheure d'électricité venant de l'éolien offshore. Combien on peut produire? Parce que ça permet, en fonction du coût du dollar, ça permet en fonction de ce que tout se fait en dollars, en fonction du coût du baril de pétrole, de se faire une opinion sur à partir de quel moment on a intérêt à développer des fermes. Et puis, chacun le sait, et j'ai un grand industriel à ma gauche, il faut industrialiser un peu pour avoir une véritable idée de ce que peuvent être les coûts réels. Parce que tant qu'on n'industrialise pas, c'est pas uniquement en laboratoire qu'on peut savoir. Donc on a financé des vraies fermes d'éolien offshore avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Quand nous réintéressons l'industrie sérieusement, prêt à investir 35 milliards d'euros, 30 et quelques années plus tard, nous ne sommes plus en état de dire, quels que soient les grands esprits qui peuvent avoir des grandes idées, c'est ce qui me saute aux yeux dès que j'ai réuni beaucoup d'experts de tout le domaine, nous ne sommes plus en état de dire, nous voulons être les premiers dans ce domaine-là, dans le plan calcul, dans le numérique, dans ce qu'on veut. Nous sommes en état de dire, et c'est une inversion complète, où sont nos pépites, d'où des appels à projets. Soyons sûrs que ce sont vraiment des pépites réelles, et finançons nos pépites. Et donc le mouvement est inversé. Ce qui pose immédiatement la question, la transition énergétique, de toute façon, ça coûtera cher en investissement. On s'y prenne de n'importe quelle manière. Qui va supporter les coûts correspondants? Les Allemands ont également tranché. C'est le consommateur final, avec une électricité déjà 2 fois plus chère qu'en France, et dans laquelle on en rajoute encore.
au bénéfice de l'industrie, quelle politique voyez-vous? Le terme de transition énergétique est sympathique, mais moi je ne vois pas les choses comme ça. Je vois des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se chauffer, qui ont des enfants ou qui sont âgés. C'est inadmissible dans notre pays. Or nous avons de l'argent, déjà, qu'on a notamment l'investissement d'avenir, qui est là pour que nous puissions régler ces sujets. Je demande combien de temps on va mettre pour que les administrations concernées rendent cet argent liquide. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des vrais problèmes aujourd'hui, personnels, pour se chauffer au moment où on va rentrer dans l'hiver, combien de temps on va mettre, alors qu'on a déjà de l'argent de côté. De l'argent qui a été mis, qui est dans la loi, qui est gravé, qui a déjà été mis de côté. Et il a fallu dans certains cas de déplacer dans certains départements pour qu'on débloque des situations. Donc là, pour le coup, il faut simplifier les procédures administratives. Il y a de l'argent, et il est là. Il y a des gens qui ont le besoin, et donc il faut le couvrir. Et il y a des artisans que ça fera travailler. Peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'on devienne raisonnable. C'est ma première observation. Dire, est-ce que nous avons une rupture technologique qu'on peut faire dans le photovoltaïque? Il y en a probablement plusieurs. En tout cas, il y en a une qui est identifiée, c'est l'hétérojonction. Donc, nous avons des investissements d'avenir financer l'hétérojonction. C'est à Grenoble, au CEA, et c'est en train de se faire. J'espère que les délais annoncés de mise en œuvre de la DPE par long terme seront respectés. En tout cas, ça va être peine de financer en termes de recherche. Toujours avec la même règle d'investissement d'avenir, c'est-à-dire on finance, on prend le risque, si ça ne marche pas, on ne demande rien, mais si ça marche, il y a un retour pour l'État, la collectivité, et ainsi il faudra refinancer les investissements d'avenir. Deuxièmement, il y a un ensemble de producteurs de photovoltaïque, de moins en moins, il faut les préserver. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que Photowatt soit repris par... Il me semble que si on ne se trompe pas de marché, si on va jusqu'au bout de ce qu'on a financé, si on arrête de laisser tomber nos recherches françaises, si on se préoccupe, comme on l'a fait, de continuer à pouvoir produire en France ce qu'on invente en France, alors je vois un avenir au photovoltaïque. Voilà. Donc envie, j'ai aucun doute. Moi, je suis un farouche partisan d'autolibre, je trouve que ça c'est vraiment quelque chose d'astucieux. Je suis favorable complètement à l'hybride, rechargeable. Ça, on a des démonstrations que c'est sûr. Sur le reste, je suis partisan de continuer la recherche sur les batteries. Et notamment, de voir comment ces batteries pourraient stocker de l'énergie au pied des éoliens offshore, par exemple, ou au pied des éoliennes qu'on voit dans nos pays. On adore en France faire des effets d'annonce qui ne coûtent pas d'argent. Le moyen, évidemment, de faire une annonce formidable et que ça ne coûte pas d'argent, c'est que les textes soient incompréhensibles ou très difficiles à appliquer. Et donc, on dit on assumera le coût qui fera des dizaines de milliards. Ah, la sortie, pour une raison junior, ça ne va pas coûter grand-chose. C'est sympa de venir à votre petit café là le matin. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci.